les épaules des géants, c'est une expression qui signifie utiliser les connaissances acquises par les grands penseurs qui nous ont précédés pour faire des progrès intellectuels. Nous allons ouvrir notre série de publications que nous intitulons « Sur les épaules des géants » avec Dr. Pierre Bamouni. Dr. Pierre Bamouni est titulaire d'un doctorat d'anthropologie sociale et d'ethnologie de l'Université de Clermont 2. Il est aussi titulaire d'un doctorat de 3e cycle de philosophie Paris 4 et d'un DEA d'anthropologie de l'École des hautes études en sciences sociales de Paris. Dr. Bamouni est professeur de philosophie et chercheur indépendant. Pendant plusieurs années, en tant que chercheur libre et indépendant, il a effectué de longues investigations anthropologiques et socio-anthropologiques qui ont donné lieu à un certain nombre de publications et d'articles scientifiques. Dr. Bamouni a fait des études de théologie à l'Institut catholique de Lyon et des études de psychologie à Lyon 2. Depuis 1998, il est intervenant et conférencier et auteur de plusieurs ouvrages, tous disponibles sur Amazon en version électronique et en version imprimée. Notamment, Pourquoi l'Afrique si riche est pourtant si pauvre. Et ce livre existe en 2 tomes. Ensuite, Le génie du cerveau humain et ses merveilles. Sa dernière publication date du mois de mai et s'intitule « La réalité dévoilée des causes de l'échec économique des pays africains ». Aujourd'hui, nous allons nous mettre sur les épaules de Dr. Bamouni pour voir ce qui se passe loin devant nous. Et nous allons donc écouter Dr. Bamouni pour qu'il nous éclaire afin que nous puissions bien nous préparer pour cet avenir meilleur. Bonjour, je m'appelle Marie Taki et je suis l'auteur des principes de base de la réussite, principes derrière le succès de millions de millionnaires et de centaines de milliardaires dans le monde. Principes que j'ai suivis pour gagner mon premier $1 000 000. Mon livre existe en 2 versions, une version virtuelle et une version imprimée, disponible sur Amazon. Dans mon livre, je partage un secret vieux de plus de 100 ans, secret légué par les Américains les plus illustres, ceux qui ont laissé des empreintes indélébiles dans l'histoire et dans la vie des Américains. Ce livre qui m'a fait découvrir Dr. Bamouni, que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Dr. Bamouni, qui est l'homme derrière tous ces doctorats, cet homme qui a écrit tant de livres, tous ces livres? L'homme est une modeste personne qui est originaire de l'Afrique de l'Ouest. C'est ce qui explique d'ailleurs la légitimité de mon engagement à défendre au moins la cause des peuples de l'Afrique noire, puisque je voyage beaucoup dans les pays de l'Afrique noire et je découvre que depuis ma naissance, je n'ai rien vu qui change véritablement la qualité des Africains, pourtant qui sont assis sur des immenses richesses du sous-sol et même du sol de leurs pays respectifs. OK. Moi, personnellement, ce qui a marqué mon enfance, c'est la pauvreté. Tout comme vous, je suis de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément du groupe Akan. Le groupe Akan est de l'Afrique de l'Ouest, ça s'étend du Ghana jusqu'à la Côte d'Ivoire. Et donc, je dirais que je suis Akan, avec plus de précision de la région de Bonoa du sud de la Côte d'Ivoire. Et donc, ce qui a marqué mon enfance, c'est la pauvreté et l'impact insidieux de la pauvreté sur le subconscient. Oui, la pauvreté qui a laissé un impact insidieux dans mon subconscient, impact que j'ai traîné toute la vie et dont j'essaie de me débarrasser de façon délibérée.
Alors, je vais maintenant vous poser la question suivante, Dr. Bamouni. Puisque vous avez écrit un livre, vous venez juste de sortir ce livre-là, intitulé La réalité dévoilée des causes de l'échec économique des pays africains, pour démontrer pourquoi l'Afrique noire, qui a beaucoup de richesses et de ressources naturelles, est pourtant toujours très pauvre. Docteur Bamouni, en quoi consiste ce paradoxe? Merci, madame. Pour répondre à votre première question, madame Marie-Thérèse Taki, j'insisterai ici sur deux points essentiels. D'abord, je vais montrer les dimensions réelles du continent africain, même si le continent africain apparaît comme un petit pays. Je dirai pourquoi. Deuxièmement, je montrerai que les richesses naturelles du continent, qui sont utiles aux ouvrages du genre humain, ne profitent guère au peuple de l'Afrique noire. Venons-en au premier point, pour nous donner une idée de l'immensité de ce continent. Voyons ses dimensions géographiques. En effet, avec Madagascar, l'Afrique, c'est 30 415 873 km². Autant dire qu'on peut y inclure l'Europe, moins la Russie, qui fait 10 millions de kilomètres carrés, les États-Unis d'Amérique, 9 834 millions de kilomètres carrés, et la Chine, 9 596 960 000 kilomètres carrés, soit en tout 28 597 794 kilomètres carrés. Pourtant, dans le monde entier et dans l'esprit des gens, on considère toujours le continent africain comme un pays, même un tout petit pays. Pourtant, il compte 54 pays souverains qui semblent comme compressés pour constituer un bloc. Et les seuls pays africains qui se détachent de cette confusion sont les pays du Maghreb ou encore l'Égypte, l'Afrique du Sud. En fait, c'est un préjugé de l'histoire qui fait que lorsque l'homme occidental ou l'asiatique a pour projet d'aller dans un pays africain, par exemple la Côte d'Ivoire, par exemple le Ghana, le Togo, j'en passe, il dit toujours « je vais en Afrique ». Or, quand ils ne disent pas « je vais en Europe », ils disent « je vais en France », « je vais en Italie », etc. Donc, on voit bien que dans l'esprit des gens, le continent africain est toujours un tout petit pays. On va dire, on confond en quelque sorte ces 54 États à une seule entité. Or, dans les années 1967, les États-Unis ont fait procéder à des études géographiques afin de déterminer quelle est la zone de la Terre qui offrirait un futur possible aux humains de demain en cas de catastrophe accidentelle, c'est-à-dire provoquée par la volonté humaine. Il en a résulté que c'est le continent africain qui offrirait de telles opportunités au genre humain pour les raisons suivantes. C'est le continent le moins peuplé au regard de sa superficie, plus de 30 millions de kilomètres carrés. Il dispose d'un espace cultivable considérable par rapport, par exemple, à l'Amérique du Sud, qui est très montagneuse, donc peu propice à l'occupation humaine. En outre, sous le Sahara d'est en ouest, et même dans la zone sahélienne, les nappes phréatiques sont considérables. Je sais, j'avais rencontré un militaire français qui a dit « nous le savons, mais on ne va pas vous le dire pour que vous ne passiez pas à la mise en valeur de ces zones. » Donc, toutes ces zones où toutes ces richesses sont aussi propices, le Sahara, le Sahel, sont propices à l'exploitation agricole de grande envergure, exploitation rationnelle. Enfin, l'Afrique est une gigantesque terre de mines, regorgeant des ressources immenses, à la fois pour les industries d'aujourd'hui et même les technologies de demain. On trouvera toutes ces ressources dans le livre d'un couple américain, ou je préfère dire états-unien,
Paul et Anne Ehrlich, ce sont des savants qui ont écrit ce livre, Population, ressources, problèmes d'écologie humaine, donc édité à Paris par Fayard en 1972. Voici, je vais citer quelques ressources financières. Voici quelques ressources capables de susciter des finances considérables, mais qui sont des ressources naturelles, sans tenir compte de l'estimation potentielle de leur quantité. Eh bien, en Afrique noire, ou dans toute l'Afrique, on trouve de l'or, du diamant, des diamants, du pétrole, du gaz, de l'uranium, du zinc, du cuivre, du cobalt, du fer, du basalte, du phosphate, du nickel, du charbon, de l'étain, du manganèse, etc. Et pour les industries des technologies contemporaines et même de demain, on compte le coltan, qui est très important pour tout ce qui est informatique ou téléphone portable, le scandium, l'yttrium, les lanthanides, le cérium, le samarium, le terbium, etc. Bref, outre les terres rares, ce que les économistes aujourd'hui considèrent comme les terres rares, qui ne se trouvent qu'en Afrique noire et en Chine, outre les terres rares, donc en Afrique noire, il n'y a point de minerais de première nécessité et utile aux ouvrages humains qu'on ne trouve pas sur le continent africain. Et en plus, en très grande quantité. Cependant, les Africains doivent prendre garde, les Africains d'aujourd'hui et de demain, doivent prendre garde que toutes ces richesses inouïes sont épuisables tôt ou tard, telles que certaines mines du Pérou dont on disait qu'elles étaient inépuisables, des mines d'or. Donc ça veut dire que les Africains de demain, les Africains d'aujourd'hui doivent tenir compte du possible épuisement de ces richesses de manière à travailler dans le sens de l'intérêt des populations de demain. Un village où il y avait une mine d'or et une fois que cette mine d'or a épuisé, ils n'ont plus rien. Ça, c'est très important. Deuxième point, pourquoi tant de richesses donc, du continent africain qui sont utiles aux ouvrages du genre humain ne profitent guère aux Africains eux-mêmes? Ça, c'est une grande question qui mérite d'être aussi explicitée. En fait, donc, on peut dire que malgré toutes ces richesses en très grande quantité, qui n'ont jamais été exploitées dans l'intérêt des peuples africains, même s'ils sont les premiers prioritaires, les premiers propriétaires aussi des terres, aucun pays africain ne figure parmi les pays en développement du monde présent. Car leurs élites politiques et économiques les ignorent totalement comme propriétaires de ces terres. Je me souviens bien, quand j'étais élève à Lyon, notre professeur d'histoire et de géographie nous enseignait que le Nigeria a toutes les ressources et les potentialités pour devenir l'une des puissances économiques de la fin du XXe siècle. Hélas, en 2021, ce pays, qu'on appelle à tort le géant de l'Afrique, au rang d'une puissance économique, financière, militaire, naine. Le terme même puissance n'a pas de sens. J'ai longuement examiné les raisons réelles et profondes du désastre, de l'échec et de l'impasse économique de ce pays qui n'honore pas du tout le continent africain, qu'on lira bien dans ce livre. Il en est de même des pays riches de la zone francophone, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Cameroun, les deux Congos. En revanche, la Corée du Sud, qui était sans doute plus pauvre ou aussi pauvre que la Côte d'Ivoire dans les années 1960, a connu depuis lors un progrès économique et industriel extraordinaire. Elle règne aujourd'hui sur toute l'Afrique du Nord au Sud par ses produits technologiques comme les smartphones, leurs ordinateurs, les voitures, les télévisions, j'en passe. C'est pourtant un tout petit pays, 100 210 km².
Mais il y a des raisons objectives qui rendent compte de cette situation d'inégalité et d'infortune que je vais expliquer. D'une part, en raison de la guerre froide entre l'Occident et l'Union soviétique, les États-Unis ont généreusement apporté leur soutien financier pour démontrer au bloc communiste que le capitalisme est une économie de développement et de progrès. Il fonctionne beaucoup mieux que l'économie communiste. La preuve manifeste de cette économie dynamique et du progrès, c'est l'exemple même de la Corée du Sud par rapport à son voisin, la Corée du Nord. Il est vrai que les États-Unis, c'était surtout l'armée, ils ont pu s'appuyer sur le volontarisme économique du général Park. C'était un régime militaire dur qui a créé les bases et les conditions du miracle économique coréen. D'autre part, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, d'après le livre d'un auteur, d'une personne de qualité qui a écrit beaucoup de livres, Sylvie Brunel, le titre de l'ouvrage, c'est « Le gaspillage de l'aide publique » au Seuil en 1993. Elle démontre, avec des preuves à l'appui, que l'État français et son hydre, la France-Afrique, se sont employés méthodiquement à siphonner les richesses produites par ce pays en l'empêchant de voler de ses propres ailes grâce à des réformes économiques innovantes et à la mise en place de structures de développement et de progrès autonomes. Elle donne l'exemple de la coopération. Houphouët-Boigny a signé une coopération à son détriment qui oblige la production des richesses ivoiriennes à revenir en France par le biais des salaires confortables des coopérants, leurs conditions de vie, lesquelles dépensaient peu en Côte d'Ivoire et investissaient beaucoup dans leur pays d'origine. Donc, ce qui veut dire que, sans se rendre compte, une grande partie des richesses produites en Côte d'Ivoire repartaient illico en France. Alors, il est facile de faire porter le chapeau de cet échec économique aux seuls Ivoiriens et de juger les Noirs de manière péjorative. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de raison à ça. Les élites politiques et économiques de la Côte d'Ivoire, j'en conviens, sont co-responsables de cet état. Et je vais le montrer. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il n'y a rien qui puisse ressembler au miracle économique de la Corée du Sud. Absolument pas, ouais. Malgré ces richesses extraordinaires, richesses du sous-sol, l'or, le diamant, le pétrole, les gens passent, et ces productions d'exportation, le café, le cacao, l'EVA, l'ananas, etc., les habitants n'en tirent aucun bénéfice. Pire, les planteurs, qui étaient très riches du temps de Félix Houphouët-Boigny, ils pouvaient même payer les études de leurs enfants en France, faire les études en France du temps de Félix Houphouët-Boigny, comme moi. Eh bien, ces paysans, ces planteurs sont aujourd'hui très pauvres. Autant dire que contrairement aux Sud-Coréens, ils n'ont fait aucun progrès ou presque, n'ont connu aucune amélioration de leurs conditions de vie ou presque, hormis la belle apparence flatteuse des amis du pouvoir en place, soit une minorité de la population ivoirienne. Ceux-ci sont riches, c'est vrai, jouissent d'une manière orgueilleuse de tous les conforts de la vie, belle villa, belle voiture, etc. C'est ce que les Grecs appellent de l'hubris au sens pur, c'est-à-dire une exagération dans le désir ou du désir pour ces choses matérielles. Au contraire, les planteurs sont en situation de régression et les différents successeurs de Houphouët-Boigny n'ont pu arrêter ni corriger ce processus de régression continue. Certes,
Laurent Gbagbo a tâché d'augmenter le prix de ses produits d'exportation, au grand contentement des planteurs d'ailleurs. Ceux-ci en gardent encore et toujours un bon souvenir des années de Gbagbo comme des années fastes pour eux. En revanche, sa gestion, plutôt celle de son entourage, de l'économie ivoirienne, a été marquée par des désastres innommables et la dilapidation éhontée de l'argent public sans avoir rien construit comme entreprise, usine, industrie pour donner du travail aux jeunes gens ou pour préparer l'avenir des peuples ivoiriens de demain. À ce sujet, j'ai rapporté quelques faits dans le deuxième tome de ces travaux d'investigation, La malédiction du pouvoir politique, qu'on en juge par quelques références, quelques exemples. Selon un article du Jeune Afrique du 11 au 17 avril 2010, l'une des principales productions agro-industrielles de la Côte d'Ivoire, en l'occurrence le café-cacao, a été sujette à des détournements pharaoniques pendant toute la période du désordre politique de ce pays. Selon cet hebdomadaire, et je le cite, la lecture des différents audits café-cacao réalisés par le cabinet KPMG et Seck Diarra à la demande des institutions de Bretton Woods donne le vertige. Les experts n'ont pu que constater la disparition entre 2002 et 2008 de 370 milliards de francs CFA des caisses des organes de la gestion de la filière. Le Fonds de régulation et de contrôle, 183 milliards. Le Fonds de développement et de promotion des activités de production de café et de cacao destiné aux paysans, cela va de soi, 136 milliards. Et l'autorité de régulation du café et du cacao, 8 milliards, je cite, je ferme la citation. Un autre article de ce même journal, du 27 juin au 3 juillet, révèle que, entre guillemets, les audits de la filière attestent de nombreux détournements des organes de gestion qui ont reçu, tenez-vous bien, qui ont reçu plus de 600 milliards de francs CFA, l'équivalent aujourd'hui de 914 millions d'euros pour leur fonctionnement entre 2002 et 2008. Pendant ce temps, cet argent n'est pas allé aux paysans ni aux Ivoiriens. On ne sait pas où il se trouve. Pendant ce temps, la seule raffinerie de pétrole du pays, l'économie réelle, la CIR, Société ivoirienne de raffinage, était endettée et abandonnée à son sort par les banques du pays, elle était si endettée qu'elle a été, entre guillemets, obligée d'arrêter ses activités durant une semaine en février 2010. Ferme les guillemets. Ainsi, dirais-je, le secteur des détournements de la richesse du pays, produite par le travail des paysans ivoiriens, ces richesses qui sont leurs biens propres, a été bien plus prospère que celui de l'économie réelle. Et surtout que les Ivoiriens n'en ont point tiré bénéfice. Je dirais qu'il s'agit d'un triste bilan d'une décennie que j'appelle vaine. Évidemment, les peuples ivoiriens ne savent rien de cet état de choses. La preuve, ils continuent à rêver des années de Laurent Gbagbo. Ce n'est pas étonnant, car la tendance naturelle des élites politiques et économiques du continent africain consiste à dénier à leur peuple la liberté de pensée et d'opinion, à les maintenir dans l'ignorance de tout. Autrement, il y aurait eu la création de bibliothèques dans chaque commune pour favoriser la lecture et la culture intellectuelle. Aujourd'hui, ce n'est pas le smartphone qui suppléerait à cette lacune. C'est un outil qui sert à séduire les individus par la fascination des images
et du même coup, il empêche la contention de l'esprit, la concentration de l'esprit. Il faut la lecture, on se cultive en lisant. Il n'y a que cette forme classique qui permet d'améliorer son niveau intellectuel. Ces hommes politiques ivoiriennes auraient favorisé la création de maisons d'édition de l'évocation de l'écriture, etc. Cette réalité, cette dernière réalité, est aussi vraie pour tous les pays de l'Afrique noire. Ceci, au lieu d'encourager la liberté de penser, a commis farouchement la liberté de la presse. Elle est d'ailleurs réduite à la flagornerie d'une presse servile. Gbagbo Laurent a tâché d'augmenter le prix de ses produits d'exportation au grand contentement, au grand plaisir des planteurs. Ceux-ci en gardent d'ailleurs, et encore, un bon souvenir des années Gbagbo comme des années fastes, en tout cas pour eux. En revanche, sa gestion, ou plutôt celle de son entourage, de l'économie ivoirienne, a été marquée par des désastres innombrables et la dilapidation éhontée de l'argent public, sans avoir rien construit comme entreprise, start-up, ou encore des usines, des industries, pour donner du travail aux jeunes gens, ou pour préparer l'avenir des peuples ivoiriens. À ce sujet, j'ai rapporté quelques faits dans le tome 2 de ces travaux d'investigation, dont le titre est « La malédiction du pouvoir politique ». Qu'on en juge par ce que l'on sait, mais que les Ivoiriens ne savent pas. Selon le journal hebdomadaire Jeune Afrique du 11 au 17 avril 2010, l'une des principales productions agro-industrielles de la Côte d'Ivoire, en l'occurrence le café et cacao, qui est l'une des richesses principales de ce pays, a été sujette à des détournements pharaoniques pendant toute la période du désordre politique de ce pays. Selon cet hebdomadaire, je vais le citer, entre guillemets, la lecture des différents audits café-cacao réalisés par les cabinets KPMG et SEC Diarra à la demande des institutions de Bretton Woods donne le vertige. Les experts n'ont pu que constater la disparition, entre 2002 et 2008, de 370 milliards de francs CFA des caisses des organes de gestion de la filière. Le Fonds de régulation et de contrôle, 183 milliards. Le Fonds de développement et de promotion des activités des producteurs de café et de cacao, 136 milliards. Et l'autorité de régulation du café et du cacao, 8 milliards. Je ferme les guillemets. Tout cet argent est parti en fumée sans que les Ivoiriens, en tout cas les premiers concernés, les planteurs, n'en tirent profit aucun, ou du moins pas beaucoup, si vous voulez, par rapport à ceux qui en ont bénéficié. Un autre article de Jeune Afrique du 17 juin au 3 juillet, donc de la même année, révèle que, entre guillemets, les audits de la filière attestent de nombreux détournements des organes de gestion qui ont reçu près de 600 milliards de francs CFA, soit 914 millions d'euros, pour leur fonctionnement entre 2002 et 2008, je ferme les guillemets. Pendant ce temps, où tant de milliards valsent dans le pays, ce qui paraît absolument scandaleux. La seule raffinerie de pétrole du pays, qui relève de l'économie réelle, la CIR, soit la Société ivoirienne de raffinage, était si endettée et abandonnée à son sort par les banques du pays qu'elle a été, entre guillemets, obligée d'arrêter ses activités durant une semaine en février 2010. Je ferme les guillemets. Ainsi, dirais-je, le secteur des détournements de la richesse du pays, produit par le travail des paysans ivoiriens ou les autres secteurs, ces richesses qui leur sont propres, a été bien plus prospère que celui de l'économie réelle.
triste bilan d'une décennie vaine où finalement, au lieu d'avancer, le pays a reculé. Évidemment, les peuples ivoiriens ne savent rien de tout cet état de fait. La preuve, ils continuent à rêver des années de Bobo Laurent. Ce n'est pas étonnant, car la tendance naturelle des élites politiques et économiques du continent africain consiste à dénier à leur peuple la liberté de pensée et d'opinion, à les maintenir dans l'ignorance de tout. Autrement dit, il y aurait eu la création de bibliothèques dans chaque commune pour favoriser la lecture et la culture intellectuelle. Ce n'est pas le smartphone qui supplée à cette lacune. C'est un outil qui sert à séduire les individus par la fascination des images et empêche, si j'ose dire, la concentration de l'esprit. Il n'y a que la lecture du livre seul qui permet ou qui favorise le développement intellectuel et permet d'accéder à la culture savante. Ce ne sont pas les outils technologiques. Ces hommes politiques, quels qu'ils soient en Afrique noire, auraient favorisé la création de maisons d'édition de dimension internationale pour favoriser la vocation de l'écriture ou les vocations de l'écriture. Ceux-ci, ces hommes politiques, au lieu d'encourager la liberté de penser, ont surtout eu tendance à combattre farouchement la liberté de la presse et de penser des intellectuels qu'ils appellent des opposants dans ces pays. Cette presse est alors réduite à la flagornerie, une sorte de flatterie basse d'une presse servile par rapport aux chefs d'État qui préfèrent vivre dans les mensonges et les illusions de toutes sortes au regard de l'état de leur pays ou des souffrances de leur peuple. Pourtant, la liberté de la presse est essentielle pour éclairer les peuples, quels qu'ils soient. Dans la zone francophone, soumise au diktat de la France-Afrique, bien plus aliénée que l'anglophone, on compte peu de pays où la presse est réellement libre. Le Burkina Faso, dont les peuples sont fiers de leur liberté naturelle, quels que soient les régimes politiques qui gouvernent ce pays, ou encore le Sénégal, le Mali, etc. Pour terminer sur le cas de la Côte d'Ivoire, il est vrai que depuis les années 2015, en raison de la gestion rigoureuse de l'économie par Alassane Ouattara, la croissance économique de ce pays est forte. Selon les données économiques de ce pays, 8% d'augmentation de croissance par an depuis 2012. Mais cette croissance, quelque haute qu'elle soit, est très pauvre en termes de création d'emplois dans le pays. Car l'essentiel des richesses produites est destiné aux investisseurs étrangers qui, depuis des décennies, ont tendance à considérer la Côte d'Ivoire comme une rente. Ils investissent dans le pays pour eux-mêmes pour plus de rentabilité financière, puisque les économistes disent que la Côte d'Ivoire est un pays attractif. C'est cela la raison de cette attractivité, rentabilité financière au détriment des peuples locaux. Quant à la majorité des Ivoiriens, ils ne voient pas la couleur de cette richesse, fruit de leur travail quotidien. Mieux, la Côte d'Ivoire connaît même une santé financière stable, mais ces données économiques n'ont que peu d'effet sur la vie des gens au quotidien, surtout celle des planteurs qui contribuent pour une part substantielle aux richesses de cet État. Car ce n'est un secret pour personne, le prix de leurs produits d'exportation sont payés au rabais depuis quelques années
au grand désespoir des paysans appauvris qui, pour cette raison, peinent même à trouver des ouvriers pour travailler dans leurs plantations. Dès lors, pour résumer sur ce deuxième point, tout se passe comme si les élites politiques et économiques elles-mêmes de l'Afrique noire ne savent pas bien gérer leurs richesses naturelles et leurs productions économiques et financières par devoir vis-à-vis de leur peuple, par amour ou par fierté de leur pays, de leur patrie. Elles sont donc les premières responsables de leur désastre économique, c'est-à-dire le désastre économique de leur pays, et coupables des misères récurrentes de leur peuple, les peuples africains, les peuples de l'Afrique noire. Qu'on arrête donc avec ces préjugés imbéciles suivant lesquels l'Afrique ou l'Afrique noire serait un continent pauvre dont les populations ont toujours besoin d'être secourues. Bien au contraire, c'est un continent riche, très riche, dont une bande de délinquants économiques locaux et leurs complices étrangers exploitent les richesses pour leur compte exclusif en appauvrissant les propriétaires des lieux, soit les peuples africains eux-mêmes. On n'est donc pas étonné de constater, après 60 ans de soi-disant indépendance politique, que ces peuples vivent encore dans la misère crasse et leurs pays respectifs sont toujours dépendants des puissances étrangères. C'est une honte pour l'Afrique noire, un déshonneur même. Alors, il est temps de changer le paradigme, de prototype ou en tout cas de modèle, et aussi de vision du monde pour se fixer des étoiles, symboles d'idées nouvelles, révolutionnaires, je veux dire susceptibles de transformer les réalités des peuples africains d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes dans une continuité de destin. Il faut se fixer comme finalité de les atteindre et surtout de les accomplir concrètement dans l'intérêt des générations africaines de demain, au lieu de ce bavardage continu qu'on appelle discours politique. Autrement dit, et pour clore cette réponse, il serait facile de parier que les Africains risqueraient, si rien ne change, toujours d'être des peuples soumis au diktat des autres peuples de la Terre. Ce serait un triste sort pour ce continent. Oh. C'est tellement touchant et en même temps riche et il y a tellement de questions que ça suscite, mais pour pouvoir avancer, nous allons tout simplement dire que l'abondance des ressources ne garantit pas le succès parce que l'Europe n'a aucune de ces ressources dont regorge l'Afrique et pourtant, la plupart des pays européens sont des pays développés, des pays riches. Sur les épaules des géants, un podcast qui vous rapproche des experts, des grands penseurs, des spécialistes, des écrivains. Un podcast qui vous rapproche des géants dans le monde de la culture, des géants dans le monde de l'éducation, des géants dans le lifestyle, le business, le leadership. Vous venez d'écouter Dr. Pierre Bamoni, docteur en anthropologie sociale et d'ethnologie, docteur en philosophie, écrivain, chercheur, conférencier, auteur de nombreuses publications scientifiques. Dr. Bamoni a répondu à une question liée à son dernier livre intitulé « La réalité dévoilée des causes de l'échec économique des pays africains ». Dans ce livre, Dr. Bamoni démontre pourquoi l'Afrique noire, qui a beaucoup de richesses et de ressources naturelles,
est pourtant toujours très pauvre. Il a expliqué ce paradoxe. L'Afrique est immense et bourrée de toutes les ressources naturelles nécessaires pour le développement de tout pays. Et pourtant, aucun pays d'Afrique noire n'est développé. Ce paradoxe, Dr Bamouni nous l'a expliqué la semaine prochaine ou à notre prochaine émission. Dr Bamouni va nous expliquer ce qui nous empêche, nous, pays africains contemporains, de développer économiquement, c'est-à-dire de progresser à la manière du monde occidental, comme l'Europe de l'Ouest, les États-Unis d'Amérique, le Canada ou même les pays d'Asie. À demain.